Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Le Pompon, le podcast qui s'intéresse au parcours atypique et inspirant des entreprenantes et entreprenants du Sud-Ouest. Je suis Théo Robache, animateur d'événements et de médias, entrepreneur soucieux du bonheur des autres, désireux d'aller à la rencontre de profils épatants pour vous partager leurs histoires. Au travers de ces rencontres, j'aime comprendre cette vibration si créatrice, si inspirante, si porteuse qui anime mes invités. Quand on la connaît, quand on s'octroie le droit de la vivre plus souvent, alors elle devient régulière et c'est là qu'on tend vers un alignement avec nos besoins. Ce podcast est un mélange de découvertes d'univers, de conseils assimilés à du développement personnel, d'inspiration, de partage d'une vision de la vie plus apaisée et positive. Alors j'espère profondément que ces témoignages pourront vous inspirer. Et l'épisode qui suit est un épisode de la série Jeunes Pousses, ces entreprises créées récemment et que j'ai envie de mettre en avant sur le pompon. Et pour cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir Benoît Morin, cofondateur de la marque française de vélo Jean Fourche. Benoît est un amoureux du vélo, de la mobilité douce et un nostalgique de nos bicyclettes fabriquées en France il y a 40 ans. Alors avec Maël Leborgne et Mathieu Courtois, ils ont créé une marque durable, responsable et locale pour un produit hyper quali, de vraies pépites pour se déplacer avec le smile. Alors ils nous expliquent tout ça dans ce nouvel épisode où je vous souhaite à toutes et à tous une très belle écoute. Salut Benoît. Salut Théo. Merci d'avoir accepté mon invitation sur le pompon. Merci à toi de me recevoir. Mais avec grand plaisir, on va pas se mentir, on se connaît déjà un petit peu, hein. Je préfère l'annoncer. Eh bien, est-ce que tu peux te présenter, mon cher Benoît ? Ouais, avec plaisir. Donc Benoît Morin, né le 15-04-86 à Alès, dans le Gard. Ouais. Je suis donc un Gardois. J'ai grandi à Alès jusqu'à mes 6 ans. Mm-hmm. Et je suis ensuite arrivé dans cette belle ville qui est Bordeaux. J'ai fait mes études jusqu'au baccalauréat. Ouais. Et ensuite, mes parents déménageaient à Lyon. Donc, patatras, on perd ses amis, on part dans une ville qu'on connaît pas. Ouais. Et puis, je me suis fait des nouveaux super amis à Lyon. J'ai passé un bac technique à Lyon, STI génie mécanique. Ouh. Et mon rêve, c'était de revenir sur Bordeaux. Donc, j'ai tout fait pour dégoter l'école d'ingénieur de mes rêves à Bordeaux, qui est Art et Métier. Tu me connais par cœur. Pas par cœur, mais je me suis renseigné. Super. Et du coup, me voilà revenu sur Bordeaux entre 2006 et 2009 en école d'ingénieur. Ok, très cool. Et merci pour cette présentation. Et ton premier job, c'était dans quoi ? Parce que tu as entrepris, mais un petit peu plus tard, si je dis pas de bêtises. Mais d'abord, tu es allé dans une entreprise. Ouais, en fait, je suis de la génération de ceux qui prônaient pour travailler dans une grande entreprise. Et en fait, c'était vachement la mode à ce moment-là. Donc, on cherchait le CDI en or dans une grosse boîte avec beaucoup de congés payés et un salaire confortable. Ok. J'ai donc plongé là-dedans. J'ai travaillé pour une grande entreprise de l'énergie et pendant 11 ans. Et donc, pour moi, c'était finalement une sorte de prison dorée parce que on arrive sur un taf qui nous plaît à peu près. On sait qu'on n'est pas épanoui à 100% quand même. Mais on y est bien, on se fait des collègues qui deviennent des amis, Ouais. On n'a pas trop de pression et on fait un travail quand même assez intéressant. Ok. On sait que quelque part il nous manque quelque chose pour aller chercher de l'épanouissement plus à 100%. Quoi. Profond et quelque chose qui fait un peu plus sens peut-être. Et alors au bout de 11 ans, il se passe quoi alors dans ce cas-là ? Est-ce que c'est à ce moment-là que... Au bout de 11 ans, en fait, on s'est beaucoup suivi avec un ami d'enfance qui s'appelle Julien. Ouais. Et donc, on avait toujours ce rêve d'enfance, on se connaît depuis qu'on a 6 ans, de créer une boîte tous les deux. Ok. Et donc, c'était en 2017. Et à ce moment-là, c'était encore à la mode de voyager. Ouais. Et c'était même la mode de compter combien tu faisais de voyages par an, de lister tes destinations que tu avais parcourues, etc. Ouais. Ah oui, avec les cartes ingrattées là. Ouais, exactement. Ça doit exactement. encore exister, j'imagine. Et finalement, tu vois, c'est il y a peu de temps. Et en fait, c'était trop la mode, quoi. Ouais. Et donc, c'était aussi la mode de monter des startups. Donc, on a monté une startup dans le voyage. Voilà, parce qu'on était des mecs super branchés, on a monté une startup dans le voyage. Yes. L'entreprise s'appelle Share Your Trip. Exactement, en 2016. Voilà, et du coup, le concept, c'était d'inciter une communauté de voyageurs qu'on a créée à partager leur coup de cœur de voyage
Et donc, l'idée, en fait, c'était de solutionner la préparation d'un voyage qui est compliqué à faire sur Internet parce qu'on cherche un tas d'informations sur des blogs, sur de l'Instagram, du Facebook, sur plein de guides aussi. Ouais. Et donc, on voulait solutionner cette préparation de voyage en disant aux gens, vous partagez le meilleur de ce que vous avez vécu. Et avec ça, on va construire votre voyage de rêve en retour. Et ça a marché ? Ça a plus ou moins bien marché en B2C. Ensuite, on a pivoté parce qu'on était une start-up. On a appris à pivoter. On s'est pivoté, ouais, on a fait beaucoup d'incubateurs en série et donc on nous a appris les bonnes pratiques. Ouais. On a développé une solution en B2B pour les agences de voyage et les offices de tourisme. Okay. Ça a un petit peu marché, mais on n'a pas réussi à faire décoller la structure. Et par contre, entre-temps, on a un petit peu réalisé le site web qu'on avait pour objectif de faire, c'était d'offrir un maximum de contenu aux gens qui veulent créer leur propre voyage. Donc on a créé Best Itinerary, bestitinerary.com. Pour les English speakers. Ouais, tout à fait. Et donc le but de ce site web, c'est de fournir des itinéraires en mode road trip, un petit peu partout dans le monde. Ok. Et donc, à partir de ça, les gens s'inspirent d'un contenu qui est déjà existant et préparent eux-mêmes leur voyage. Okay. Ce site, on a lancé nous-mêmes en basant tout sur le SEO. Ouais. Donc, Google nous apporte 2000 visiteurs par jour. Ah ouais. Et à un moment donné, on s'est dit, attends, on a plein de monde sur ce site, on va le monétiser. Ouais. Et donc, on a envoyé des boutons dans tous les sens. On organise votre voyage à votre place. Ouais. Et donc, on vient cibler les gens qui ont soit pas le temps, ou soit qui ne se sentent pas suffisamment en confiance pour préparer eux-mêmes leur voyage, mais qui ne veulent pas passer par un réseau d'agences de voyage parce que soit ça leur coûte trop cher, soit il n'y a pas assez de relations de proximité. Okay. Donc on est une agence de voyage digitale. Ouais. Et ça existe toujours. Et donc je dis on, puisque ça existe toujours, je suis toujours dans l'entreprise, mais je ne suis pas actif au quotidien. Julien Pierra, qui est mon ami d'enfance, donc pilote l'entreprise et on a plusieurs salariés et ça fonctionne très bien. Très cool. Et d'où te vient cet amour pour le voyage, j'ai envie de dire ? Parce que on va y venir petit à petit à ce que tu fais aujourd'hui, mais... Ouais, pour moi, c'est pas forcément la passion du voyage en lui-même, c'est plutôt la découverte, la curiosité qui est un des traits de ma personnalité. Ouais. Donc c'est la découverte d'autres personnes en sens large. Et donc le terme voyage, je l'associe aussi bien à l'étranger qu'en France, d'aller découvrir de nouvelles régions, de nouvelles personnes finalement. On a de quoi faire en plus. Voilà, exactement. Très cool. Et alors là, pour le coup, on enregistre, on est Promenade Sainte-Catherine, n'est-ce pas ? Dans votre pop-up store Jean Fourche, qui est encore là jusqu'au 29. Très bien. Donc voilà, les personnes qui écouteront cet épisode auront encore le temps de venir le voir. Et je les invite à venir. Jean Fourche, c'est quoi ? Et ça part d'où ? Alors Jean Fourche, ça part d'une volonté de relancer une vieille marque de vélo. Ouais. Ce que j'ai pas dit, c'est que depuis ma tendre enfance, j'ai toujours été passionné par tout ce qui roule. Donc c'est parti des vélos, ensuite c'est passé à la mobilette. Ouais. Ensuite, ça a été vers le circuit. J'ai fait un peu de circuit automobile, mais en amateur. Okay. J'ai eu une passion bagnole, je l'assume. J'ai toujours une passion bagnole. J'ai plus de voiture pour faire du circuit, mais j'ai une vieille voiture de collection à bricoler. Okay. Voilà, donc passion pour tout ce qui roule. Et à un moment donné, il y a la passion du vélo qui est arrivée. J'ai eu jusqu'à 8 ou 9 vélos que je bricolais en permanence. Et je suis tombé sur une marque de vélo français qui n'existait plus et dont le nom était disponible auprès de l'INPI. J'ai voulu relancer cette marque et donc j'ai failli m'associer avec une personne qui est sur Paris et finalement ça ne s'est pas fait pour diverses raisons. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai créé Jean Fourche avec Mathieu et Maël à Bordeaux. Ouais. Donc avec Mathieu, on s'est rencontrés à l'association L'Étincelle. Là où tu as acheté ton fameux vélo du quotidien. Exactement, qui est toujours là depuis un peu plus de 3 ans. Il faudra qu'on te fasse une petite révision, je pense. Ouais. Est-ce que c'est ton truc ? on pourra très clairement, parce on en reparlera. J'ai changé mes freins récemment, voilà, si jamais tu veux tout savoir. Mais Donc pour les petits curieux, ils nous écoutent, c'est un vélo 26 pouces ex-Bordeaux Métropole qui était prêté aux citoyens de la ville de Bordeaux. Et donc, ce genre de vélo, en fait, était ensuite distribué aux assos
de vélos autour de Bordeaux. Et donc, on avait récupéré un lot, je dis on parce qu'on était bénévole dans cette association qui s'appelle l'Étincelle à Darwin. Récupérer des vélos pour les revendre aux usagers. Exactement. L'Étincelle qui est en face du skatepark de Darwin, à côté d'Emmaüs, pour situer, c'est au fond à droite. Donc, dans cet asso, on a des adhérents qui viennent réparer eux-mêmes leurs vélos et on leur apprend à comment réparer pour ne pas être forcément dans la consommation, recycler, réparer, faire durer un produit. Faut que je vienne un peu plus. Exactement. Et donc avec Maël, on s'est rencontrés chez Unitech qui accompagnait Share Your Trip à l'époque et on a tout de suite vu qu'on matchait bien en termes de valeur et en termes de passion vélo. Et c'est comme ça qu'on s'est réunis tous les trois avec Mathieu et Maël pour créer Jean Fourche en 2021. Ok. Et donc il y a bientôt 2 ans, je ne sais pas quand est-ce que vous fêtez les 2 ans, mais il y a au moins 1 an et demi. On fête les 2 ans en février. On a fait un peu plus d'1 année de commercialisation. Donc on s'est rencontrés donc à l'Étincelle, je l'ai dit, autour de valeurs de réparabilité, durabilité et de consommer aussi localement. Ouais. Très bien. Alors là, on a du monde dans la boutique. Exactement. On a dit qu'on était en boutique, donc on vient, on vit le truc jusqu'au bout. C'est la folie, on vend. Et alors, la particularité de Jean Fourche, c'est quoi ? Parce que lancer une marque de vélo, est-ce qu'il n'y en a pas déjà plein des vélos ? Quel est le fond du projet aussi ? Il y a quand même un peu de nostalgie quand on regarde l'industrie française du vélo dans les années 70. On se dit waouh, on avait un sacré truc et puis on n'a plus rien. En 40 ans, on a totalement délocalisé notre industrie du vélo. Et donc la première promesse qu'on s'est faite, c'est de relocaliser le plus possible d'opérations dans toute la production de nos vélos. Donc on travaille à 80% avec des fournisseurs européens, dont une bonne partie en France. Donc Jean Fourche, c'est un vélo produit localement. C'est un des premiers aspects. Le second aspect, c'est que c'est un vélo qui convient à toutes les tailles, de 1m50 à 1m90. Et donc on a voulu construire le vélo idéal pour les familles du centre-ville. C'est le vélo qui se partage aussi bien entre les parents que les ados, pour un adulte de petite taille comme pour un adulte de grande taille. Et vas-y, je sais pas si tu allais enchaîner ou si j'allais dérouler le pitch marketing en fait finalement. De la start-up. Exactement. Donc après que dire sur ce vélo ? C'est un vélo capacitaire qui est à la frontière entre le vélo de ville et le vélo cargo. Un vélo porteur ou cargo, c'est un vélo souvent un peu imposant, compliqué à manipuler, très lourd, qu'on ne sait pas trop où garer parfois. Et finalement, on s'en sert 1 ou 2 fois par semaine pour son vrai usage de ce vélo-là. Il y a parfois des gens qui achètent ce vélo-là pour s'en servir peu. Et nous, on s'est dit qu'on allait réunir les avantages du vélo de ville, donc la légèreté, la maniabilité, la simplicité, à ceux du vélo cargo, de pouvoir porter des lourdes charges de manière ponctuelle. Donc notre vélo, c'est un vélo compact, bas, facile à enjamber. Pratique pour monsieur, madame, tout le monde. Je l'ai testé, donc je confirme que c'est très pratique. J'ai fait un test à Darwin au marché de Noël fin d'année dernière. Et tu étais en position droite et ça te va superbement bien. Dieu qu'il est beau. On adore rigoler avec Théo parce qu'on s'est rencontrés en faisant du théâtre d'improvisation. Et tout ça, tu voulais pas en parler, j'ai l'impression. Mais si, bien sûr, si, carrément. On a fait du théâtre d'impro effectivement ensemble pendant un peu de temps. Et on a tous les deux arrêté pour le coup. Mais bon, nous sommes restés en lien, n'est-ce pas ? On était vraiment au top de notre carrière quand tout s'est écroulé. On allait faire l'Olympia et puis en impro. Et puis le Covid est arrivé, ce qui nous a un peu freiné. Coup dur pour Théo. Dommage. On a continué nos carrières différemment et c'est très bien comme ça. Revenons sur Jean Fourche. On a parlé du produit. On peut parler un petit peu de notre implantation sur Bordeaux. Donc on est situé dans le quartier Euratlantique, derrière la gare, dans ces nouveaux immeubles. Il y a pas mal de startups qui travaillent là-bas dans le coworking spaces. Et donc nous, on est dans le même immeuble, mais de l'autre côté. Donc on a un grand rez-de-chaussée commercial dans lequel on a nos bureaux. Donc on fait la conception des vélos, le marketing, la vente, etc. Et puis on a la chance d'avoir un atelier collé à ce bureau, tout vitré. Et donc dans cet atelier, on reçoit tous nos composants et on assemble nous-mêmes les vélos. Donc pour faire un brief complet sur le process industriel, les cadres et les fourches sont fabriqués au Portugal, la peinture est faite à la traîne,
Ouais. Et l'assemblage est réalisé à Bordeaux. Et ensuite, on livre un petit peu partout en France dans nos cinquantaines de boutiques partenaires. Oh là là, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Et alors, il a d'autres particularités, ce vélo. Alors, mais déjà, pourquoi la plupart des vélos sont fabriqués où, en fait? Ceux qu'on voit de manière générale dans la rue et qui sont vendus, je sais pas, je vais dire chez Decathlon, pardon, hein, mais Ouais. ils sont fabriqués où, à l'autre bout du monde? Très, très bonne question. Il y a eu un moment donné où 90% des vélos de ville Ouais. que tu vois un petit peu partout sont produits à Taïwan ou en Chine. Mhm. Donc quand je parle de son produit, c'est les cadres et les fourches. Ouais. Et donc ensuite, on vient faire une peinture et un assemblage en France. Et donc pour beaucoup de fabricants, ça représente du made in France. Pour nous, c'est pas du made in France. Mhm. C'est assembler des composants et des cadres asiatiques en France. Ouais. Donc certes, on crée de la valeur en France parce que ça crée des emplois Ouais. et c'est super, mais Ouais. par contre, c'est pas de la transparence totale pour le consommateur. Et aujourd'hui, on voit que c'est un vrai sujet parce que les gens ont besoin de savoir comment est fabriqué un produit qui coûte cher en plus, dans quelles conditions humaines il est fabriqué. Ouais. Au-delà de la qualité, parce que aujourd'hui c'est plus un sujet de dire que ce qu'on achète en Chine ou à Taïwan c'est pas de la qualité. C'est faux depuis de nombreuses années parce qu'ils font des super choses et ils sont hyper en avance sur le sujet industriel. Par contre, c'est plus s'interroger sur sa manière de consommer. Est-ce qu'on a envie de contribuer à l'économie locale ou est-ce qu'on a juste envie d'acheter du moins cher, peu importe les conditions de fabrication. Ouais. Donc on se positionne là-dessus sur du produit plus local et Mhm. qualitatif bien entendu et qui va durer dans le temps. Ouais. Mais donc c'est possible de produire localement. Ouais, on a apporté la preuve c'est possible de produire plus localement à des prix qui restent raisonnables. Mhm. Et donc depuis une année, on commercialise un vélo mécanique, Ouais. alors ou mécanique ou musculaire ou classique ou un vélo tout simplement. Ouais. Voilà, parce qu'aujourd'hui il y a plein de terminologie dans le vélo Ouais. depuis l'arrivée du vélo électrique. Et donc ce vélo, on l'a distribué un petit peu partout en France, ça a plutôt bien fonctionné. Mhm. Mais ça fait une année qu'on entend à peu près chaque semaine un client nous demander le vélo électrique, il arrive quand? Ok. Quand est-ce que vous sortez votre vélo électrique? S'il vous plaît, faites-le. Je n'arrive plus à avancer dans ma vie. Ok. Donc nous voilà en 2023 à lancer notre premier vélo électrique. Ouais. Et c'est ce pourquoi nous sommes ici présents à la promenade Sainte-Catherine pendant 2 semaines pour présenter notre gamme complète, dont le vélo électrique qui est sorti avant-hier. Ouh. Et quelle est sa particularité alors? Parce qu'il a une particularité ce vélo électrique. Eh ben, c'est tout simple et c'est en accord avec nos valeurs. Ouais. C'est le premier vélo électrique réparable. Et derrière réparable, qu'est-ce qu'on entend? Donc, c'est un vélo avec une batterie française et un moteur français. Mhm. Donc, la batterie, Vraiment français cette fois-ci, hein. C'est pas fabriqué à l'autre bout du monde et assemblé ici, hein. Alors, ce serait faux de dire que la batterie est totalement française, Ouais. puisque les cellules, qui sont les piles que tu mets dans une batterie, sont toutes fabriquées en Asie. Ok. Par contre, on travaille avec l'entreprise Gouache, dont tu as certainement dû entendre parler sur Bordeaux, Yes. qui a conçu la première batterie mondiale réparable. Donc, leur promesse, c'est de réparer une batterie en 10 minutes. Mhm. Et leur concept, c'est d'avoir une batterie qui ne fait pas appel à de la soudure, de la colle ou des fils dans tous les sens. Le but, c'est que la batterie soit assemblée comme un petit peu un Lego. Mhm. Et quand un élément est hors service, Gouache vient le remplacer et on redonne vie à la batterie. Ok. Ils vont plus loin que ça. Ils utilisent aussi sur les batteries qu'on va mettre sur nos vélos des cellules de seconde vie, des cellules recyclées de marque Panasonic. On peut faire un peu de pub. Et ces cellules proviennent de vélos ou trottinettes en free floating. Ok. Libre service pour nos amis français. Exactement. Très chouette. Et aussi, autre particularité, parce que la dernière fois, quand je l'avais testé, tu me l'avais dit, mais tout est détachable. Alors, c'est pas le bon terme, mais Remplaçable, ouais. remplaçable, c'est ça, facilement. Enfin, Ouais. et parce que souvent, si je ne m'abuse, un vélo est vraiment fait d'une traite. Et c'est comme les voitures aujourd'hui, pour changer un truc, tu dois tout changer. Ouais. J'exagère, mais à moitié. Là, vous, l'idée, c'est de pouvoir changer juste certains éléments, enfin, en tout cas, l'élément qui a un problème, quoi. Exactement. L'autre particularité, c'est que on veut que le produit soit le plus durable possible, qu'il soit électrique ou mécanique. Ouais. Et donc, nos cadres de vélo, qui sont la pièce maîtresse du vélo, sont les mêmes en électrique ou en mécanique. Mhm. Ce qui veut dire qu'on n'a pas suivi la mode de vouloir intégrer absolument la batterie dans le tube de selle ou dans le cadre du vélo pour qu'elle soit cachée. Ouais. Nous, elle est à l'extérieur du vélo et tu peux venir la remplacer facilement.
Et c'est pareil pour le moteur. On l'a pas intégré volontairement dans le cadre, on l'a laissé à l'extérieur du cadre, même si c'est un moteur pédalier, c'est ce que les gens recherchent aujourd'hui, les moteurs à position centrale. Donc on l'a mis à l'extérieur du cadre et on n'est pas venu faire un design de cadre spécifique pour ce moteur-là, parce qu'on se dit que si ce moteur-là n'existe plus dans 10 ans ou si ces pièces détachées ne sont plus fournies dans 10 ans, eh ben on revient à avoir un vélo sans pédale, sans pédalier. Et donc, c'est plus un vélo, quoi. Ouais, c'est voilà, donc, de la déco, quoi. On veut vraiment lutter contre l'obsolescence programmée parce que, mine de rien, on ne se rend pas compte, mais il y en a beaucoup dans le vélo. Et le vélo, c'est un moyen de déplacement propre et qui doit le rester le plus possible. Et le plus longtemps possible. Et c'est quoi, pour toi, les années à venir dans le vélo? Est-ce que ils vont tous ceux qu'on achète en France vont être fabriqués en France? Est-ce que là, le secteur évolue? Parce que tu disais que tu étais quand même fan de mécanique, de vélo, etc. Est-ce que là, il y a une évolution? Est-ce que ça revient? J'ai l'impression que c'est ce qu'on entend, mais est-ce que c'est vraiment le cas, sachant que toi, tu es dans le secteur? Ouais, on entend beaucoup parler de réindustrialisation des territoires et dans le vélo, c'est très concret. C'était assez flou les 2 dernières années. Et là, depuis une année à peu près, ça devient très concret. On voit des entreprises de l'automobile et de l'aéronautique. Ce sont 2 marchés qui se sont cassés la gueule. Qui commencent à vraiment mettre un pied dans l'industrie de la mobilité douce, à l'étrier. L'étrier de frein, bien sûr. Non, de mettre le pied à l'étrier, non, ça... Et donc, ce sont des boîtes qui investissent dans de l'outillage spécifique pour des produits de mobilité douce parce qu'elles savent que c'est un sujet clé sur les décennies futures. Et voilà, elles ne veulent pas prendre trop de retard là-dessus et c'est tout à leur honneur. Donc, on commence à voir des entreprises du vélo, des grosses marques de vélo qui commencent à relocaliser leur production en France ou en Europe parce que c'est pas forcément par valeur, c'est vraiment par nécessité économique. On a des coûts qui ont explosé en Asie pour diverses raisons, dont le coût du transport. Et voilà, on se rend compte qu'à bosser avec des acteurs plus locaux, c'est plus simple. Et puis ça coûte peut-être un peu plus cher aujourd'hui, mais ça a tendance à se réduire. Plus la France va s'industrialiser dans des outils spécifiques à ce domaine-là, plus les coûts vont réduire. Forcément. Et plus le volume de vélos qui vont être fabriqués en France va augmenter, plus les coûts vont réduire. Exactement, toute une question d'échelle. Voilà, et de volonté politique aussi. Et on voit que ça suit derrière. C'est un budget qui est conséquent de 150 millions d'euros qui est consacré au développement d'aménagements cyclables, ce qui est finalement peu par rapport à d'autres budgets de route, mais qui commence à augmenter avec le temps et qui contribue largement à mettre à l'aise les gens avec l'idée de se mettre au vélo au quotidien, quoi. Yes, très cool. Et alors pourquoi ce nom ? Parce que vous avez quand même un nom, et je l'ai dit tout à l'heure, et puis pour les personnes qui viendront, et en tout cas sinon allez sur le compte Instagram de Jean Fourche, n'est-ce pas ? Vous avez une com qui est un peu décalée. Ouais. Bon, qu'est-ce que vous a donné envie de faire ça ? Pourquoi ce nom ? On a réuni des amis autour ce qu'on appelle un brainstorming. Voilà, avec beaucoup de bière. Et en France, on appelle plutôt ça un apéritif, quoi. Voilà, tout simplement. Et donc le mot Jean Fourche a été sorti lors de cette soirée et il est resté. Et il colle bien à nos 3 personnages. Et on aime bien en effet utiliser un ton un peu décalé sur notre communication parce que on trouve que le vélo c'est un produit fun déjà, un produit qui apporte de la joie, de la liberté, du déplacement. Et on voulait pas rester dans un univers froid comme ça peut être le cas dans les marques de fringues ou de vélos tout simplement. Et voilà, on est très content de porter ce nom-là et de pouvoir utiliser des codes de communication un peu plus légers. Et je sais plus, vous vous êtes fait incuber ou accompagner ? Alors on est chez Réseau Entreprendre Aquitaine. Voilà, donc très bien. Et vous avez été lauréat quand ? On est lauréat 2021 Réseau Entreprendre. Ça marche. Et donc ça consiste en quoi l'accompagnement ? Parce que pour le coup je connais, mais si tu peux expliquer un petit peu. L'accompagnement Réseau Entreprendre, c'est on leur fasse un coucou au passage, donc déjà un gros réseau d'entreprises du territoire. Ce sont des ateliers mensuels, ce sont des déjeuners réguliers, il y a une vraie soirée d'intégration pour chaque promotion. Je crois que sur la promotion 2021, on est 30 à 40 entreprises.
Et voilà, on a la chance de faire partie de ce réseau qui est quand même très qualifié. Il y a beaucoup de demandes de dossiers et on est finalement assez peu à être retenu. Donc on est très content d'en faire partie. Et ensuite, on a des ateliers sur des thématiques spécifiques chaque mois qui sont donnés par des entrepreneurs du réseau. Ouais, très cool, merci. Et au final, tu as cofondé 3 boîtes ? C'est ça, si je dis pas de bêtises ? Ça en fait 2 réellement, puisque le second projet Best Itinerary est porté par la même boîte. Par Chariot Trip. Okay, mais voilà, ouais. Donc c'est passé du coq à l'âne. On a travaillé dans le service avec Julien, dans le tourisme, et je suis passé sur le côté produit. Ouais. Et je vois que je m'épanouis vraiment plus dans le produit, qui colle plus à mon personnage et avec cette envie de travailler sur un truc qui roule, quoi. Il y a toujours ça. Et aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir me rendre au bureau, à l'atelier, avec un produit qu'on a mis sur le marché nous-mêmes. Donc c'est juste incroyable. Ouais, très stylé. Et alors, quel conseil t'aurais à donner dans ce cas-là ? Parce qu'on est à peu près à 25 minutes environ. Quel conseil t'aurais à donner à celles et ceux qui ont une idée en tête, qui n'osent pas forcément la lancer ou qui se mettent des freins, sans mauvais jeu de mots ? Ouais, faites-vous confiance. Moi, je suis pas issu d'une famille d'entrepreneurs ou de mon réseau. J'ai peu de gens qui sont là-dedans à la base. Et par contre, je considère que lorsqu'on a un rêve, faut se donner les moyens pour aller au bout des choses. Et c'est ce qu'on a fait avec Jean Fourche. Il y en a gravi des montagnes incroyables. Et quand tu regardes le truc au tout début, tu te dis waouh, c'est pas possible, on va pas y arriver. D'ailleurs, il y a plein de gens qui te découragent au quotidien quand tu te lances. Il y a des gens qui te disent, tu vas voir, ça va te prendre 3 ans pour lancer ta marque de vélo. Tu vas en chier. Il va te falloir 150 000 balles. Et donc, faut pas écouter tous ces gens-là parce que nous, en fait, on a lancé le truc en passant des étapes une par une et en trouvant des solutions à chaque fois qu'on a eu des gros problèmes et en travaillant aussi beaucoup sur le réseautage, l'échange de services, de bons procédés entre différentes boîtes. Et c'est vraiment très humain et c'est juste du bon sens au départ, quoi. Donc voilà, foncez malgré tout ce que vous pouvez entendre. Parce que les gens, en fait, ont tendance à transmettre leur propre peur. Et donc, faut pas écouter ces gens-là. Exactement. Il faut bien garder en tête que ce sont leurs peurs, légitimes, mais ce sont les leurs. Tout à fait. Qu'est-ce qui t'anime au quotidien ? Ce qui m'anime au quotidien, aujourd'hui, c'est de pouvoir, de temps en temps, croiser un vélo Jean Fourche. De travailler sur des nouveaux produits et un développement commercial qui est toujours en cours de construction. Voilà, et puis là, on voit qu'on passe une étape, on est en train de recruter une équipe. On a tout fait à 3 depuis 2 ans avec Mathieu Maël. Et on commence à structurer la boîte. Et ça aussi, c'est très passionnant de mettre de l'ordre dans quelque chose qui est très freestyle au début. Une petite entreprise qui part dans tous les sens, qui teste plein de choses, plein de marchés. Donc, on va essayer de maintenant mettre un peu de rigueur et de recruter une équipe technique et de les former. Et voilà, donc de revenir dans l'humain, encore une fois. Très cool, très très cool. Merci Benoît. Est-ce que tu veux ajouter un mot de la fin ? Est-ce que tu veux ajouter quelque chose ? Je te laisse la porte ouverte avant de... On a la chance d'être dans ce lieu qui est extrêmement lumineux. Et en plus, la semaine prochaine, il fait beau à Bordeaux. Donc venez nous voir, on est là jusqu'au 29 janvier, promenade Sainte-Catherine, premier étage, à côté de Lego. Exactement, merci beaucoup. Théo. Et puis bravo pour tout ça. Je referai peut-être un petit tour tout à l'heure encore. Merci. À très vite. Merci pour votre écoute. J'adore le produit hyper quali, l'équipe au top et toute la com créée autour des vélos. Encore quelques jours pour aller découvrir et tester les vélos promenade Sainte-Catherine, alors allez voir, c'est très très cool ce qu'ils font. Si cet épisode vous a plu et qu'il peut, d'après vous, inspirer d'autres personnes à se lancer, je vous invite à le partager autour de vous, mettre des étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée, de liker, bref, le pompon se fait connaître aussi et surtout grâce à vous. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast et d'ici là, prenez soin de vous. À très vite!